nouveau quand elle partait avec ses cris et ses pleurs, et du coup, j'avais vraiment des hurlements hystériques très violents, une violence verbale très forte. J'essayais très fort de lutter contre la violence physique, mais il m'est arrivé d'avoir envie de la tuer. Un jour, elle ne voulait plus faire de sieste, or la sieste, j'y tenais. C'était juste pas possible d'encore gérer l'après-midi si elle ne dormait pas. Du coup, je l'ai mise dans son lit, sa tête a heurté le bord du lit, elle s'est mise à pleurer. Et là, j'ai vraiment eu envie, j'aurais juste eu envie de la boxer jusqu'à la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai consulté une psy parce que je me suis dit, là, je ne peux pas, je mets les enfants en danger. J'insiste sur le fait, je vous ai montré ce témoignage, j'en ai plein d'autres, mais celui-là me parle d'autant plus qu'elle ajoute, c'est à ce moment-là que j'ai consulté. En fait, j'ai commencé par vous montrer des cartes, c'était pas anodin, c'était pour vous dire, en fait, la parentalité, elle est entourée d'une représentation où on est supposé éprouver que des émotions positives. Et en fait, quand c'est pas le cas, c'est tellement pas désirable socialement de dire à quelqu'un « je n'en peux plus de mes enfants et si je pouvais, je les jetterais par la fenêtre », qu'en fait les gens restent avec leur souffrance, ne disent pas, masquent, cachent, dissimulent, même aux proches, hein, c'est pas juste vis-à-vis de l'extérieur, mais on essaye le plus possible que ça ne se voit pas. Et comme on ne se fait pas aider, eh bien, on se laisse entraîner dans un niveau de burn-out qui devient beaucoup plus sévère et qui, quand ça tourne à la violence, alors on en arrive à des cas extrêmes et là, ils se décident à faire quelque chose parce qu'ils n'ont quelque part pas le choix. Ils sentent qu'ils n'ont plus le choix. Mais c'est un peu dommage parce qu'évidemment, ils arrivent dans des états de souffrance qui sont très avancés. Et je pense sincèrement que votre travail, le mien, en venant vous parler, en parlant aux médias, etc., c'est aussi d'arriver à ce qu'on puisse évoquer cette problématique sans que les gens... pour que les gens soient plus à l'aise, en tout cas, de venir dire quand ils ne sont pas en forme dans leur parentalité. Alors sur les enfants, il y a une autre conséquence qui est liée au problème de comportement. Donc je reviens en arrière. Problème de comportement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans les symptômes, il y avait le phénomène de contraste, c'est-à-dire qu'il y a le parent comme il était avant, et puis le parent en situation de burn-out qui ne se reconnaît plus. Eh bien, ce contraste, il ne va pas échapper aux enfants. Donc, comment on s'y est pris pour savoir, c'était une vraie question, hein, de se dire, ok, est-ce que les enfants comprennent que le parent est en souffrance et quels mots en fait ils mettent dessus. Et donc avec l'autorisation de parents en burn-out, on est allé rencontrer, évidemment sans parler de burn-out, des enfants, on les a fait parler, etc. Et ce que ces enfants âgés de 5 à 12 ans là, nous ont dit, à peu près tous, c'est ma maman elle est différente, ou mon papa il est différent quoi. Il fait des trucs qu'il ne faisait pas avant, il dit des trucs qu'il ne faisait pas avant. Okay, donc ce phénomène de contraste, ils ont retenu. Et ce qu'ils ont repéré aussi, c'est qu'ils peuvent à peu près tous vous dire, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Alors bien sûr, c'est leur interprétation des choses. Je ne pense pas que les choses ont commencé à ce moment-là, mais ils identifient le moment où ça a basculé. Et en général, le moment où ça a basculé, ils l'identifient comme un moment où ils sont directement impliqués. Par exemple, un petit garçon qui me disait, tu sais, un jour, elle m'a demandé de ranger ma chambre. J'ai fait une grosse colère et je l'ai dit non, moi je n'avais pas rangé ma chambre. Et depuis, hein, et il m'a raconté. Okay, donc c'est toujours comme si, en fait, ils sentent qu'ils ont déclenché en fait quelque chose, donc ils sentent qu'il y a quelque chose qui est lié à eux. Ça va provoquer deux choses, des changements de comportement, et les enfants ont deux manières de réagir. Soit ils internalisent, ça veut dire qu'en fait ils vont se replier sur eux-mêmes, développer de l'anxiété, des insomnies, des terreurs nocturnes, de l'énurésie. Pourquoi? C'est en fait, je souffre le plus possible sur moi-même pour ne pas en rajouter, parce que je vois que mon parent est en souffrance. Donc je veux pas en fait sortir du bois. Donc ce sont des enfants qui vont se replier, qui vont passer beaucoup de temps dans leur chambre, etc. Et parfois avoir par exemple des problèmes scolaires qu'ils n'avaient pas avant. Donc on les sent préoccupés, anxieux, en douleur, mais ils ne disent pas grand-chose à l'extérieur. D'autres enfants vont externaliser. C'est-à-dire que comme le parent est dans ce pilotage automatique un peu froid, ils ont terriblement peur que le parent oublie qu'ils sont là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils externalisent leur comportement. Ils s'agitent, ils provoquent, ils s'opposent. Et là, je vous laisse imaginer les scènes de pugilat dans les familles avec un parent irritable qui a 5% dans sa pile, qui en a ras-le-bol de ses enfants, qui est saturé dans le rôle, et en face, des enfants, jeunes ou adolescents, qui s'opposent, qui provoquent, etc. Eh bien, on voit comment les scènes de violence familiale, dans ces cas-là, peuvent évidemment émerger. Et puis, il y a des conséquences sur le couple qui sont importantes parce que ce phénomène de contraste, il n'échappe pas non plus au conjoint. Même si le conjoint ne met pas le
le mot burn-out sur ce qui est en train de se passer. Ce qu'il voit en tout cas, c'est que son conjoint, qui était vachement investi dans la parentalité, qui était plutôt un parent un peu avec des idéaux comme ça, tout à coup, il n'a plus de plaisir avec les enfants, il fait des trucs un peu inhabituels qui sont répréhensibles, hein, qui ne vont pas avec les valeurs qui étaient là avant. Et puis surtout, il a une charge de travail, une charge mentale qui est beaucoup plus importante puisque l'autre, en fait, fait le moins possible. Okay, donc la vie du conjoint, elle change aussi beaucoup. Et on ajoute à ça que si en plus le parent en burn-out, il a des envies d'adultère, de séparation, etc., pour souffler une semaine sur deux, vous imaginez aussi comment dans le couple ça peut faire augmenter les conflits et peut-être aussi la violence dans le couple et les envies ou peut-être le taux de divorce. On avait cette maman qui nous a dit « J'étais exaspérée par mon aîné qui me sollicitait alors que j'avais juste besoin d'un moment avec mon nouveau bébé, que j'étais fatiguée. Donc oui, j'étais exaspérée, énervée par cet enfant qui me gênait. J'essayais de gérer, puis du coup, quand mon mari arrivait, j'explosais parce que j'en pouvais plus. Et j'essayais de me décharger sur lui plutôt que sur les enfants, mais du coup, je l'injuriais, c'était vraiment horrible. » Donc le burn-out, au-delà d'être une souffrance individuelle, c'est aussi un problème systémique. D'accord ? Donc dans l'accompagnement, c'est très important d'y penser. Par exemple, ne pas avoir le réflexe de se dire il faut que le conjoint, le partenaire soutienne. Ok, bien sûr, il peut soutenir, mais lui, en ne mettons pas trop sur les épaules et surtout pensons à faire un soutien général, à nous préoccuper de ce qui se passe pour le reste de la famille. Alors, essayons de comprendre d'où vient le burn-out. Et vous voyez que j'ai mis des guillemets autour du mot cause. Pourquoi j'ai mis des guillemets ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de cause au burn-out. Une cause, c'est quelque chose qui va dans tous les cas provoquer la conséquence, donc provoquer le burn-out. Par exemple, si vous avez 3 chromosomes sur la paire 21, vous serez trisomique 21, c'est sûr. Okay ? Ça, c'est une cause. Dans beaucoup de cas, dans la santé mentale, on va parler de facteurs de risque. C'est très différent. Un facteur de risque, c'est un élément qui, quand il est présent, augmente la probabilité que vous manifestiez des symptômes. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important comme nuance, c'est pas de se dire, parce qu'alors on fait des raccourcis. On dit, par exemple, je ne sais pas, les familles qui ont un enfant avec des besoins spécifiques, avec un enfant autiste par exemple, elles sont toutes à risque de burn-out. Ben non, en fait, non. D'accord ? Donc pas à faire des raccourcis. Si on a l'idée de la cause, on a tendance plutôt à faire des raccourcis. Par ailleurs, quand on a l'idée de la cause, on pense à une cause, alors que vous allez voir que le mécanisme dans les situations de burn-out, c'est un mécanisme complexe avec une quantité de facteurs de risque en fait, qui est très diversifiée, très grande. La première chose qu'on s'est posée comme question quand on a commencé à travailler avec Moira, c'est il y a forcément des groupes à risque. On avait en tête, par exemple, les familles avec des parents solos. On s'est dit, ah non, mais ceux-là, on va avoir une prévalence très importante dans ces groupes-là. On a pensé aussi aux familles qui ont un statut un peu spécifique et qui doivent montrer qu'elles sont capables pour se justifier. Par exemple, des familles en situation d'homoparentalité. On a pensé aux familles en situation de précarité. On s'est dit, ah non, dans les familles précaires, ça c'est évident, il doit y avoir une quantité de parents en burn-out. On a pensé, bien sûr, puisqu'il y avait déjà eu des recherches là-dessus, aux parents qui ont des enfants à besoins spécifiques. On s'est dit, ça doit aussi être une famille, une population à risque. Et en réalité, c'est toujours intéressant de savoir quand il y a des groupes à risque, parce que quand on veut faire de la prévention, ça permet évidemment de cibler et de ne pas perdre son temps, entre guillemets, à aller faire de l'information, de la communication, etc., auprès de groupes dans lesquels la prévalence est beaucoup plus réduite. Et donc, on a commencé par faire des tas de recherches en se disant il faut qu'on arrive à cibler les populations à risque. On a testé 1001 choses. D'accord ? On a par exemple regardé, on s'est dit aussi, c'est sûr que les parents de jeunes enfants, ils doivent être beaucoup plus concernés que les autres. Alors, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mythes là-dedans, donc ce n'est pas vrai. D'abord, l'âge n'a rien à voir. Vous pouvez faire un burn-out parental avec des enfants d'à peu près n'importe quel âge, parce que oui, quand ils sont petits, il y a les problèmes de sommeil. Mais après, il y a les problèmes d'apprentissage. Et après, il y a les ados qui vous claquent la porte et les écrans. Et après, il y a la transition vers l'âge adulte, où soit ils ne décollent pas, soit ils décollent trop tôt, soit ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, soit. Donc toutes les époques que vous passez
ont leur lot de stress important, et donc ce n'est pas qu'une affaire de jeune maman. D'accord? Donc ça, on casse déjà le mythe, il n'y a pas, la question de l'âge n'a absolument rien à voir. On s'est dit, bon, les familles homoparentales, en fait, toutes ces familles qui doivent plus prouver que les autres qu'elles sont de bonnes familles, en fait. Rien à voir. On a pensé aux parents qui adoptent, parce que c'est quand même un challenge, hein. Rien à voir. On a pensé aux parents qui ont des enfants avec des hauts potentiels, rien à voir. On a pensé aux parents en situation de monoparentalité, un tout petit peu à voir. On a pensé aux parents précaires, un tout petit peu à voir. On a pensé aux parents avec des enfants à besoins spécifiques, un tout petit peu à voir. Okay ? Je vais vous expliquer. Donc ça fait une toute petite différence. Donc on doit être un peu plus attentif aux parents qui ont des enfants à besoins spécifiques, mais juste un tout petit peu. On était assez déçus, en fait, de se dire punaise, on ne comprend rien, en fait. Il n'y a pas de population à risque. Où est-ce qu'on va aller mettre nos efforts? Et puis, en fait, on s'est dit, c'est une sacrée bonne nouvelle. Pourquoi? Première bonne nouvelle, c'est que ça évite quand même de stigmatiser des gens. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on avait rencontré plein de gens qui n'étaient dans aucune de ces situations spécifiques, mais qui étaient en burn-out. Et déjà, c'est compliqué à dire, mais si en plus, parce que si vous avez un enfant autiste, que vous avez de la fibromyalgie en plus, ouais, enfin, vous êtes dans une situation horrible, tout le monde comprend que vous êtes fatigué et tout le monde va vous offrir de l'aide. Mais combien de parents sont venus et ils disent, en fait, tous mes proches me disent, mais de quoi tu te plains? Tu as des enfants magnifiques, ton conjoint est super sympa, tu as un boulot intéressant, avec quoi tu viens? Okay? Donc les gens, en fait, qui ne cumulent pas ce genre de profil, on ne comprend pas pourquoi ils s'épuisent, et donc en fait, c'est encore plus difficile pour eux de le dire. Et donc reconnaître qu'en fait, on n'a pas de population à risque, c'est autoriser n'importe quel parent du monde à dire qu'un jour, il est épuisé. Donc en gros, c'est une bonne nouvelle. Mais on n'a toujours pas résolu le problème de savoir d'où ça vient, donc on a poussé le bouchon un petit peu plus loin. Et donc le mécanisme est le suivant. Alors je pense que si, de tout ce que je vous raconte, si vous devez faire le tri parce que vous n'êtes pas attentif à mort, retenez juste ça. Faites une photo dans votre tête de cette petite balance et retenez, parce qu'elle va vous servir pour vous en tant que parent si vous avez des enfants, mais elle vous servira que vous soyez amené à faire de la prévention ou de l'accompagnement. Le mécanisme étiologique du burn-out parental, donc ce qui va générer le burn-out parental, c'est le résultat de cette petite balance. En gros, en tant que parent, je vous ai dit, on ne peut pas élever ses enfants sans éprouver de stress. Donc d'un côté, vous accumulez des sources de stress. Et de l'autre, vous avez des ressources pour y faire face. Et tant que vous aurez au moins autant de ressources que de stresseurs dans votre balance, il ne va rien vous arriver. Le problème du burn-out, c'est quand vous avez trop de stress chronique. Donc ce n'est pas juste tous vos enfants ont chopé la grippe et oulala, qu'est-ce que je fais cette semaine? Ça, c'est pas grave, c'est du stress passager, mais du stress chronique qui s'accumule dans la balance et pas assez de ressources de l'autre côté pour y faire face. Et quand votre balance elle est en déséquilibre chronique, le stress parental normal va se transformer en burn-out parental. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que le type, donc chacun a sa petite balance, on a tous le même mécanisme là, mais ce qui est différent d'une personne à l'autre, c'est le nombre et la nature des stresseurs et le nombre et la nature des ressources. Par exemple, moi, je pourrais me dire, eh bien, dans ma balance, j'ai 5 enfants, c'est 5 fois plus de chances qu'il y en ait un qui soit malade, c'est 5 fois plus de réunions à l'école, c'est 5 fois plus de toutes sortes de choses. Voilà. Ça peut constituer un facteur de risque, mais c'est le mien. Moi, je n'ai pas d'enfant qui a de l'autisme, par exemple. D'accord ? Donc, chacun va avoir dans sa balance un certain nombre et certaines natures de facteurs de risque, et ça, c'est son histoire à lui. Et de même pour les ressources. Donc, c'est toujours le même mécanisme, mais chaque situation de burn-out parental a sa propre histoire. Je vais vous donner, on a regroupé, pour y voir clair, les stresseurs et les ressources en famille. Hein, comme ça, on a une manière de comprendre, de voir clair. Et donc, il y a ce qu'on appelle les stresseurs ou les ressources sociodémographiques. Je vous ai donné l'exemple du nombre d'enfants, c'est un stresseur sociodémographique. Il y en a d'autres, hein, par exemple, être confortable au niveau financier, c'est aussi potentiellement soit un stresseur si on n'a pas assez, soit une ressource,
Par exemple, si vous avez des rentrées financières suffisantes et que vous êtes fatigué, vous pouvez payer une babysitter et aller passer la soirée au resto. C'est une ressource comme une autre, d'accord? Donc l'argent peut